Alors, bonjour à tous. Je crois qu'on va pouvoir se permettre de débuter. Donc, comme il est coutume, on attendait quelques minutes pour permettre aux gens qui arrivent d'une autre rencontre ou cours ou autre de se joindre à nous. Mais sans plus tarder, on va pouvoir débuter. Quelques précisions logistiques, simplement pour vous dire que, comme vous le savez sans doute, je trouve ça bien parce qu'on a une petite communauté de pratique là, qui commence à se former. Je vois des visages qui reviennent à chaque conférence midi. Mais pour ceux qui sont nouveaux, on est sur le modèle des brown bag lunch américains. Donc, si vous devez manger pendant la conférence, que vous voulez boire un café pendant la conférence, il n'y a aucun souci. Vous avez le contrôle absolu de votre caméra et de votre vidéo. Alors, libre à vous de fermer la vidéo, de l'ouvrir selon vos préférences. Préférablement, les micros, c'est fermé, sauf si on a besoin de faire une intervention. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi utiliser le clavardage, le chat. Et à ce moment-là, ça va me faire plaisir là, de prendre note des questions posées et de les transmettre à Elena suite à sa conférence. Et je tiens à dire également que, évidemment, on a une période de temps qui nous est allouée pour la conférence. Cette période-là va être captée. Donc, on va faire l'objet d'un enregistrement vidéo. Mais dès qu'on commence la période de questions et de réponses, on arrête l'enregistrement et comme ça, vous serez libre d'interagir avec notre conférencière sans avoir le souci d'être enregistré et déposé, comme on le sait, sur les internets. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Luc Bégin, qui est responsable de notre axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle à l'IDEA. Merci Jennifer. Bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir donc qu'on accueille aujourd'hui la professeure Elena Theodoropoulos. C'est une reprise, en fait, parce qu'on avait tenté, hein, normalement, elle aurait dû être parmi nous le printemps dernier, mais bon, avec les événements qu'on connaît, mais nous avons été en mesure nous sommes en mesure de reprendre à distance. Alors, c'est un plaisir de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Elena Theodoropoulos est professeure en philosophie et vice-rectrice de l'Université d'Égée, en Grèce, où elle a fondé et où elle dirige le laboratoire de recherche sur la philosophie pratique. Elle est également fondatrice et coordonnatrice du réseau international nommé Réseau de philosophie de l'éducation en praxis. Elle est membre de plusieurs équipes de recherche internationales, a également été professeur invité dans de nombreuses universités à travers le monde, notamment en France, au Portugal, au Brésil, au Mexique et Taïwan, si je ne me trompe, également. Ses publications et ses travaux portent sur la philosophie pratique et ses formes polytropiques, ainsi que sur l'éthique de l'éducation et ses formes appliquées. Et elle nous parlera aujourd'hui, donc, le titre de sa présentation, les pensées figées, l'activité de la pensée qui les dégèle et l'éthique professionnelle. Et il y a là, donc, une paraphrase, un clin d'œil à Hannah Arendt dans la formulation de ce titre. Donc, je lui cède la parole et encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous pour nous présenter cette conférence. Merci, Hélène. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, professeur Bégin. Bonjour, Jennifer, encore une fois. Je vous remercie de votre invitation et d'avoir la joie d'être avec vous. C'est sûr que ce serait plus intéressant d'être auprès de vous, devant vous, de pouvoir voir vos visages. Et si j'étais Pascal, je pourrais dire que ce silence des espaces infinis m'effraie, mais je ne suis pas Pascal, donc je ne me ferai pas du tout. Je n'ai aucune peur pascalien. Le titre de cette intervention, de cette présentation, est basé d'une part à la pensée, à la réflexion d'Hannah Arendt, mais ce que je voudrais présenter devant vous, c'est une réflexion qui n'est pas bien sûr arrédienne, c'est une réflexion qui concerne le problème qu'un philosophe, une philosophe a dans les espaces, surtout de l'éducation ou dans des espaces, si vous voulez, qui ne sont pas philosophiques, et de travailler d'une manière philosophique, mais sur des questions qui ne sont pas toujours
très concrètement ou très clairement philosophiques, comme par exemple ce sont souvent les questions de l'éthique professionnelle composées par les personnes qui sont impliquées. C'est-à-dire, si on a des problèmes au niveau de l'éthique professionnelle, on n'est pas du tout obligé de faire de la philosophie pour y entrer ou pour traverser ces problèmes. Mais d'autre part, l'éthique professionnelle concerne la philosophie parce que c'est une branche de la philosophie appliquée. Et le grand problème qu'il y a ici, d'une part, c'est que cette sorte d'application n'est pas toujours clairement philosophique. Je ne sais pas si c'est pour le bon ou pour le pire, mais ce n'est pas toujours philosophique. Et donc, d'une part, il faut penser sur ce que le concept d'application pourrait être, pourrait signifier et décider sur cela. Et d'autre part, un autre problème que je rencontre beaucoup avec les gens avec qui je collabore au niveau de l'éthique professionnelle en tant que philosophe de l'éducation plus spécifiquement, est ce qu'il y a, je ne sais pas si je dirais que c'est un problème ou un manque, mais vraiment, c'est une question de pouvoir penser, de vraiment pouvoir penser. Bien sûr, il faut penser aussi ce que signifie dire penser ou réfléchir. C'est une autre histoire assez compliquée aussi, mais quand on dit de pouvoir penser, quand on insiste sur le pouvoir de penser en philosophie, nous parlons du penser qui serait d'une part surtout critique, une pensée qui ne cède pas facilement sur l'évident, devant l'évidence, devant l'évident. Et donc, du coup, c'est une pensée qui se place assez difficilement et dans l'empirique ou dans l'expérience quotidienne, parce que c'est une pensée qui peut-être veut bouleverser cette expérience, bouleverser notre idée du quotidien. Donc, d'abord, par rapport à ces questions introductives, je vais vous présenter une réflexion à deux temps. Premièrement, une réflexion sur le rapport entre éthique professionnelle, philosophie et pensée. Et deuxièmement, après un petit break avec une vidéo de 4 minutes, une petite réflexion sur le dialogue comme un dispositif qui d'habitude est inséré dans l'éducation en vue de promouvoir la collaboration ou la participation ou la démocratie ou la liberté de pensée collaborative, mais du coup, nous avons un autre dialogue qui n'est pas du tout comme ça. C'est le dialogue des protocoles, le dialogue qui veut finir vite pour arriver à une conclusion qui souvent est prédéterminée, prédécidée. Alors là, nous avons un dialogue qui est sourd et muet, et donc ce n'est pas un dialogue philosophique à mon avis, ou un dialogue qui libère les participants. Et je voudrais dire à Jennifer si c'est possible d'avoir cette petite vidéo d'ouverture. C'est toute une minute, c'est pas... Avec grand plaisir. Merci bien, Jennifer. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Bon, voilà. Et c'est une scène du film de Diana Arendt. J'ai choisi cette petite scène
J'ai hésité de la présenter car je n'ai pas sûr si c'est plus impressionnant qu'il le faut ou si j'essaye d'accaparer ce que je vais dire ou que je n'utilise pas Hannah Arendt pour certifier, c'est ce que je pense. Mais du coup, il y a deux points sur cette scène qui m'intéressent beaucoup. C'est la liaison entre la pensée et la passion, c'est ce qui paraît aussi sur le ton, à partir du ton de la voix de l'actrice d'Hannah Arendt ici. Et d'autre part, le fait que la pensée est liée avec un acte moral. C'est un acte éthique, acte éthique, l'acte de la pensée. Et à partir de ces deux points qui sont emblématiques pour la pensée et la vie elle-même d'Hannah Arendt, et à partir du fait que ce n'est pas du tout évident, qu'est-ce que signifie distinguer entre le mal et le bon, s'il c'est possible de les distinguer, si la pensée est assez forte pour faire ça, et qu'est-ce que cela signifie après la distinction, qu'est-ce qu'on fait après la distinction, c'est une réflexion très intéressante car vous savez bien que cette pensée, cette réflexion d'Hannah Arendt est reliée avec tout un phénomène qui concerne la définition du mal aussi et la banalité du mal, mais je ne vais entrer là, bien que c'est vraiment séduisant de le penser. Je vais donc commencer cette réflexion qui tourne autour de cette idée d'Hannah Arendt par rapport à la pensée comme un acte moral, un acte de passion. On voulait donc défendre ici une éthique professionnelle saisie comme un espace par excellence de recherche et de réflexion, d'inquiétude, et non pas de promesse. Cette inquiétude invoque avec persistance le mouvement de la pensée qui, à son tour, fait appel au travail philosophique, introduisant une intensité praxique et renforçant la compréhension du professionnel, non pas comme un cadre rassurant de moralisation et d'équilibration précoce, mais comme un espace fécond et fragile. C'est ainsi que l'éthique professionnelle se situe désormais dans une ouverture tenace ou une incapacité de fermeture qui ne doit pas la choquer, mais tout au contraire l'interpeller. Il y aurait encore, selon Lyotard, pour la philosophie aujourd'hui, le besoin de revoir la différence entre une conception scolastique de la philosophie et une conception cosmique, jetée dans le monde. La philosophie devrait défendre en plus l'exigence d'ajouter à l'intérêt théorique l'intérêt pratique et laïque de la raison, ce qui paraît être en principe contradictoire. Si les Lumières ont abondamment lié l'œuvre de la philosophie à l'émancipation de l'esprit, Lyotard n'évite pas de remarquer qu'aujourd'hui, personne n'exige rien de la philosophie. Encore davantage, il n'y a plus la prédisposition pour la patience, le souvenir, le recommencement, l'élaboration lente et également plus de remèdes pédagogiques pour ce manque qui ne soit pire que le mal lui-même, comme ce serait par exemple l'effort d'éduquer les professeurs de philosophie à séduire, à capturer l'attitude bienveillante des enfants, à piéger leurs intentions, à devenir de propagandistes d'eux-mêmes et de leur intervention philosophique. Lyotard se place donc contre les caractéristiques objectives répandues quand même en éducation, comme celle-ci de la vitesse, du plaisir, du narcissisme, de la compétence, de l'achèvement, comme nullement appropriées à une approche philosophique. Par contre, il dit, on doit se confronter avec les questions sporadiques partout où il y a le besoin de la philosophie. Le philosophe doit sortir à l'agora. La philosophe, il faut penser à la philosophe aussi, car Hannah Arendt n'était pas le philosophe, c'était la philosophe, enfin, elle ne serait pas d'accord avec ça, mais quand même, elle était là. Il précise en plus, c'était entre parenthèses ça, il précise en plus que si le philosophe devient philodoxe, Lyotard précise, un technicien de la logique, recherchant le savoir théorique sans s'interroger comment ce savoir contribue à l'objectif ultime du logos humain,
cette attitude constitue une altération de la philosophie et de sa définition, voire une certaine atrophie. La redéfinition de la philosophie se fait en geste critique et autocritique dans le sens d'une pratique théorétique au niveau de la formation consciente et incorporée de la personne elle-même. Désormais, la philosophie vaudra ce que le philosophe, dirait Lefebvre, vaut en tant que personne, un philosophe qui se trouve en situation de philosopher ou en situation de se constituer en tant que conscience de son propre soi ouvert à l'autre. La remarque deleuzienne, classique dans son simplicité après, ruine le rêve d'une pensée irénique qui devrait apaiser bel et bien, dès son émergence, les inquiétudes, et plus encore que son émergence elle-même serait le produit d'une volonté d'aménagement des discordances ou des perplexités, au fur et à mesure que ce qui est premier dit Deleuze dans la pensée, c'est l'effraction, la violence, c'est l'anomie, et rien ne suppose qu'il y a de la philosophie, mais tout part d'une misosophie. La pensée n'est pas en principe sage ou savante, elle ne scelle pas l'accompli, mais elle est marquée par le désir de penser. Si selon Arendt, le modèle ou de l'examen critique est Socrate, c'est parce que Socrate, à la différence des philosophes professionnels, ce que Hannah Arendt n'aimait pas beaucoup, c'est le professionnalisme de la philosophie, il a ressenti le besoin de vérifier auprès de ses concitoyens s'ils partageaient ses perplexités. Et plus que cela, parce que ce besoin est tout différent de l'inclination à trouver des solutions aux énigmes et à les démontrer ensuite aux autres. Il s'agit d'un modèle pédagogique de réflexion qui diffère la solution à laquelle aspirerait une éthique professionnelle réglementatrice en y introduisant un différent. Cette pédagogie aporétique est scandée par l'exigence de tout commencer et de rechercher le sens des concepts, de ces concepts-là liés à quelque chose de visible et qui, tout en faisant partie intégrante de notre discours de tous les jours, pourtant, dit Arendt, nous ne pouvons pas en rendre compte. Quand nous essayons de les définir, il devient fuyant. Quand nous évoquons leur sens, rien ne reste posé, tout commence à bouger. Il s'agit d'une sorte de réflexion qui a inévitablement, elle continue, un effet destructeur sur tous les critères, les mesures établies du bien et du mal, bref, sur les coutumes et les règles de conduite dont nous traitons en morale et en éthique. Une pensée dédiée à dégeler, faire fondre les mots, les concepts, les phrases, les définitions, les doctrines, à savoir ce que le langage médium de la pensée a gelé dans la pensée, qui sont comme une pensée gelée finalement, et qui, telle une méditation, ne produit pas de définition, et en ce sens, elle ne donne pas lieu à des résultats. Or, cette pensée ne saurait être identifiée à la délibération, censée, elle dit, se terminer par des résultats tangibles. Dans ce cadre, se sont développées à la fois les trois comparaisons attribuées à Socrate par Hannah Arendt comme défendant cette sorte de recherche. Socrate Taon, éveillant les citoyens en pensée à examiner les questions. Socrate sage femme, délivrant les autres de leurs pensées, c'est-à-dire des implications de leurs opinions non examinées. Et finalement, Socrate torpille, Socrate qui reste inébranlable sur ses perplexités, et telle la torpille, paralyse ceux avec qui il entre en contact. Ce rythme ternaire propose justement un dispositif de réflexion qui en même temps interprète le sens et le but de l'activité réflexive au sein d'une situation engendrant la perplexité, comme d'habitude sont les situations préoccupant l'éthique professionnelle, non pas seulement l'éducation, mais dans tous les espaces de travail. L'éthique professionnelle se joue et se déjoue dans des espaces réels et découpe l'expérience éthique vivante, intarissable. Dans ce sens, elle serait plutôt un espace d'inquiétude et non pas de promesses, de solutions, de grâce ou de punition, en révélant les perplexités innées dans sa propre constitution. Cette inquiétude qui fait inlassablement penser, prendre la peine de décrire et d'examiner son propre expérience de pensée.
Le questionnement critique, inlassable, persistant, méticuleux, élaborant dès l'intérieur la constitution éthique de la vie éducative, voire un questionnement philosophique, ne peut qu'interroger incessamment l'applicationnisme, le clos, la clôture, la recherche de la quiétude assurée par la démolition de toute ambiguïté, la simplification dualiste exorcisant l'antinomique et le paradoxal, interrompre la certitude, intensifier la compréhension du professionnel saisi non plus comme un lieu de moralisation et d'équilibration précoce. Dans ce sens, la question éthique ainsi recherchée, rechargée, interrogée, semble révéler ou même créer une fissure, renvoyant au besoin d'une compréhension intense, fragile et approfondie du professionnel. Si d'autre part, on peut toujours se demander ce que les philosophes de l'éducation peuvent faire pour gagner de nouveau l'intention de l'éducation, car vous savez bien, ou vous savez peut-être que la philosophie de l'éducation souffre d'un complexe de disparition des espaces académiques dans tout le monde. Cela montre qu'il y a un écart fondamental, plus ou moins construit, qu'il faut comprendre et élaborer entre la philosophie et l'éducation. Althusser, partant de la distinction aristotélicienne entre la piesis et la praxis, se concentre sur l'élément de la métamorphose du sujet au sein de sa propre praxis, au fur et à mesure que le sujet lui-même constitue la matière première de son propre soi, mais tout à la fois sa propre force de travail et ses propres outils de production, de sorte à pouvoir finalement y reconnaître la notion de praxis. Le terme même de pratique suggère une relation, un contact actif avec le réel, l'idée de l'activité étant incluse dans l'acte et étant liée par excellence au concept de sujet humain. La pratique philosophique fait partie de ce cadre, car leur métamorphose, dit Althusser, les idéologies sous lesquelles les différentes pratiques sociales produisent leurs effets propres, au fur et à mesure que les propositions philosophiques sont actives et agissantes, puisqu'elles produisent un certain fait d'existence. Si les pratiques sociales sont des processus, voire, dit encore, un ensemble d'éléments matériels, idéologiques, théoriques et humains, suffisamment adaptés les uns aux autres pour que leur action produise un résultat qui modifie les données de départ, la catégorie althussérienne de la pratique théorique parle de la théorie comme une forme de la pratique. Excusez-moi, j'ai perdu mon texte. De la pratique dépassant la dichotomie entre théorie et pratique, mais surtout la prédominance de la théorie sur la pratique. Le double devoir, selon Derrida, de réfléchir, parler et agir dans des situations aporétiques, sous des impératifs doubles contradictoires, concerne justement la nécessité de la tolérance et du respect à l'égard des différences, idiomes, minorités, singularités, mais aussi à l'égard de l'universalité de la loi formelle, du désir pour l'accord et l'unanimité, ce que nous avons toujours dans notre esprit chaque fois que nous sommes dans les discours publics, dans l'éducation, dans les espaces éducatifs. Dans ce sens, l'instant de la décision lutte contre l'emphase de la souveraineté. La question réapparaît donc itérativement pour ainsi amorcer le parcours de l'éthique professionnelle. C'est une question qui m'intéresse beaucoup de savoir. Chaque fois que quelle personne, les collègues, les collaborateurs, mes étudiants me disent que ceci ou cela, c'est un problème d'éthique professionnelle. Qu'est-ce qui pousse un sujet vivant et agissant au sein des environnements éducatifs compliqués d'entrer, vivre et agir volontairement et constamment dans le spatio-temporel d'une éthique professionnelle? Ce qui implique de subir les secousses, les glissements, les impasses qu'une telle entrée suppose. Or, il s'agit d'un instant crucial pour la compréhension de ce qui fait de l'éthique professionnelle un espace réflexif permettant paradoxalement l'effet d'une double paralysie de la pensée, comme Hannah Arendt encore disait. Paralysie inhérente au fait de s'arrêter pour penser, à l'interruption de toutes les autres activités. Et elle peut avoir un effet paralysant aussi quand vous en sortez, que vous n'êtes plus sûr de ce qui vous semblait indubitable,
alors que vous étiez sans y penser engagé dans ce que vous faisiez. Si votre action consistait à appliquer des règles générales contenues en arène de conduite à des cas particuliers, tels qu'ils se produisent dans la vie ordinaire, alors vous vous retrouverez paralysé parce qu'aucune de ces règles ne résistera au vent de la pensée, ce que vous avez entendu dire en arène dans la scène du film que je vous avais montré au début. La proposition d'une philosophie située, un degré à chaque fois dans le contexte précis d'une situation, donc, engagée en quelque sorte dans une constellation des présupposés théoriques et pratiques, placée dans le temps et l'espace, et liée à un travail de philosophe qui s'implique sur le terrain. C'est impossible de ne pas s'impliquer sur le terrain en faisant de l'éthique professionnelle. Contrairement à une conception utilitariste qui voulait voir l'éthique professionnelle agir dès l'extérieur, telle une corde déontologique sur la vie des agents, ce qui ferait de la formation des enseignants presque un dressage, en fournissant un arsenal de solutions tranchant ou plutôt court-circuitant les conflits à travers un usage standardisé et modélisé des lois, codes, décrets et axiomes moraux, la philosophie voudrait mettre systématiquement au clair les tensions, les contradictions et les paradoxes. Et ainsi, l'éthique professionnelle éviterait sa transformation progressive en un cheval de Troie pour l'application verticale des approches juridico-pénales. La dimension de la profession crée ses propres tensions, mais également dans l'espace collectif fermé et mesuré de la profession de chacun de nous, de chacune de nous, l'éthique crée une ouverture et évoque une compréhension approfondie du professionnel à travers une réappropriation toujours amorçant de l'éthique lui-même. Ainsi, deux séries d'éléments s'entrecroisent, semble-t-il, en formant l'espace de l'éthique professionnelle. D'une part, la priorité mise sur une certaine adaptation aux données de la réalité éducative, sociale et politique et au discours officiel, la reconnaissance de la professionnalité et de la professionnalisation en principe à travers les règles et les normes dans le sens d'une régulation, sur la base de codes régissant la vie institutionnelle, du code civil, du code déontologique, de la logique réglementaire, disciplinaire, etc. La rationalisation des désirs, l'invocation de l'opposition fondamentale entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, la prévention des crises dans l'urgence, la formation d'une raison pratique qui concilie les dispositions et les morales différentes, personnelles, familiales, religieuses, avec l'élément de la règle, l'emphase à la responsabilité collective. Mais d'autre part, des objectifs et des actes liés à l'observation méticuleuse, l'engagement à l'autonomie, la confiance, l'autorégulation, le perfectionnement continu, la prise en compte des valeurs diverses, croyances et coutumes des sujets participants à l'enjeu éthique, la clarification et la délibération, la distanciation par rapport aux nécessités combinées de la réalité des codes, les pratiques diverses, des formes discursives et dialogiques. L'approche philosophique semble être une manière de regarder en face l'incontournable, l'interminable, de le penser, ce qui signifie d'accepter le risque et l'ironie de vivre humainement au sein des institutions, de résister et persister à l'angoisse éthique tout en acceptant l'ensemble, ce qui à la fois appelle et empêche la pensée. C'est ainsi que de ce point de vue, les enseignants sont invoqués de faire face à la formation de leur propre soi au sein de l'altérité plurielle, au fur et à mesure qu'ils prennent constamment et dramatiquement conscience de la singularité de leur position professionnelle et personnelle comme un entrecroisement intensif des éthicités prêtes à éclater. On aurait donc volontiers tendance, étrangement, surtout dans l'éducation, à identifier la réflexion éthique à la nécessité d'une efficacité basée sur le pouvoir de prescription, sur la possibilité de fabriquer à court terme, voire outiller des actes efficaces, individuels et collectifs, qui en plus pourraient certifier aux agents que ces actes n'entraînent pas une certaine responsabilité endommageant leur stature professionnelle. Le menace d'une iniquité éthique impossible des actes au sein des situations éducatives est en fait le croque-mitaine qui permet à l'éthique professionnelle en éducation, ou plutôt exige d'elle, de glisser vers le prescriptif. Pourtant, en retour du doute,
une fissure dévoilée ranime la réflexion, ouvre de nouveau l'affaire éthique, mène l'affaire éthique à une nouvelle clairière qui serait justement l'espace réflexif de l'éthique professionnelle. Bon, voilà, c'est une réflexion, comme je vous ai dit, entre l'éthique professionnelle, pensée et philosophie. Et maintenant, si vous me permettez, je demanderai à Jennifer de nous montrer le deuxième vidéo qui est plutôt sur la piste de l'éducatif et qui me permettrait donc de passer au concept dialogue. Avec grand plaisir. Merci. Vous le voyez? Alors moi, je ne le vois pas. Peut-être c'est un... Vous ne le voyez pas? On va Voilà. autre chose. Parfait. Ah, voilà, je crois que quelqu'un voulait se joindre à nous au même moment. Et voilà. Merci. Je ne retournerai plus à l'école. Pourquoi? Parce que à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Tiens. Un petit brin ne vend des lunettes. C'est pas grand bruit, il faut dire. Non, je ne vois pas d'Ernesto. Personne ne le voit, n'a l'air de rien. Amenez-le-moi. C'est vous, Ernesto? Exact. En effet, je ne vous reconnais pas. Moi, je vous reconnais. Vous voyez le genre. Alors, on refuse de s'instruire? Enfant Ernesto? Exact. Et pourquoi? Parce que ça a duré longtemps, très longtemps. L'instruction est obligatoire. Pas partout. On est ici, on est ici. Ici, on est ici, on n'est pas partout. Si. Et lui, alors? Qui c'est, lui? Hein? Un bonhomme. Et ça? Au moins ça. Dis ce que c'est, Ernestino. Un crime. Et ça, c'est un ballon de football, une pomme de terre? C'est un ballon de football, une pomme de terre et la terre. Un crétin. Voilà ce que ce sera. Non, faut pas t'en faire. Mais c'est quand même triste. Non, pas du tout. Tu crois? Sûr. Étrange. Qu'est-ce qu'on va devenir? 7, on en a 7. Cas unique. C'est toujours ça. Donc, nous nous trouvons devant un enfant qui ne veut apprendre que ce qu'il sait. Déjà, voilà. J'en ai 7 et j'en ai marre. Et comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore? Tiens, mais c'est vrai. En rachachant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle méthode. Un chaland! Comprends rien. Père du fil. Et que c'est déjà
L'enfant Ernesto? Rien, vous n'avez qu'à le regarder. Puis en plus du reste, il est complètement micro. J'ai posé une question, il me semble. Que savez-vous, enfant Ernesto? Je sais. Y touchez pas ou je cogne. D'accord. Et pourquoi l'enfant Ernesto refuse-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore? Pourquoi? Réponds Ernesto, si t'as compris. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine d'apprendre. Au fond. Au fond du fond. Alors comment l'enfant Ernesto saura-t-il lire, écrire, compter dans ces conditions, hein? Je saurai. Comment? Inévitablement. Faites attention à vos expressions ou vous allez me braquer, enfant Ernesto. Vous verrez rien, calmez-vous. Je rentre à la maison. Alors, maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que vous en pensez? Mais à part ça, Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-il vrai que ce sera comme le dit un jour, vous ne conduirez pas, boire et manger, travailler, se tromper pas et tout le machin. Hélas, oui. Il manque le son, Elena. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Bon, voilà, c'est un film sur en texte de Marguerite Duras, un film de 1982, assez intéressant du point de vue de la mise en scène, qui m'a intéressée comme un interlude dans cette conférence, parce qu'en fait, bon, mis à part les questions au niveau de la philosophie de l'éducation, je trouve très intéressant cette absence de dialogue, même s'il y a, paraît-il, une certaine discussion. Il y a toujours, au moins à mes yeux, un certain problème de légitimer les discussions qui se passent dans les classes, non pas parce que je ne trouve pas que les protocoles de discussion sont bien appliqués, mais parce que souvent je ne trouve pas ni de discussion quelquefois, ni de dialogue encore davantage. Bien sûr, la réflexion sur les questions de dialogue au niveau de l'espace public et au niveau de la pédagogie, de l'éducation, la littérature est abondante. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, si vous voulez, lié avec ce que je vous ai présenté pendant la première partie, et c'est que la discussion ou le dialogue, ça dépend du sens, ou ça dépend de la définition qu'on donne, et ça dépend de la terminologie utilisée dans les théories différentes, et devient souvent un outil et dans l'école ou dans les espaces éducatifs pour ne pas penser, un alibi si vous voulez.
Et ça, c'est très préoccupant. Et au niveau de l'éthique professionnelle, où la discussion, le dialogue est un outil majeur pour qu'on puisse vraiment penser sur les problèmes éthiques, ça devient encore davantage une source d'inquiétude pour qui veut vraiment faire une analyse de ce qui se passe dans les espaces éducatifs. Et donc, je pourrais commencer cette deuxième partie par lisant en 2 ou 3 mots de Lippmann et de Mathieu Lippmann et Dan Sharp qui ont travaillé ont proposé, ont introduit la philosophie pour enfants, et que je trouve assez intéressant comme une introduction. Les informations sont transmises, les théories gravées, les sentiments peuvent être partagés, mais les significations doivent être découvertes. Personne n'est autorisé à donner des significations aux autres. Pour moi, ça c'est une pensée très, très intéressante, car finalement, et surtout en éducation, en éthique professionnelle, nous prenons l'autorisation par nous-mêmes de donner des significations aux autres. Malgré donc la constatation lucide d'Étienne de la Boétie que la première cause de la servitude volontaire est l'habitude, qui, engourdissant la pensée, réifie et dénaturalise l'être humain, désormais se désappropriant de son propre soi, ainsi que la remarque spinozienne que le jugement humain a influencé de plusieurs manières et son pouvoir peut être dominé, la volonté et la capacité de vigilance, de liberté et de perception active chez l'homme restent à revendiquer, et nous devons, si vous voulez, travailler pour cela. Sinon, on n'a rien à faire ici, hein. C'est justement cette revendication qui fait l'objet d'une formation éthique authentique, vue comme un processus d'émancipation tel qu'il devrait être reconnu dans les démarches biologiques, voire démocratiques, au sein des opérations éducatives. La philosophie elle-même associe le dialogue à l'enjeu de la pensée en tant que capacité critique, passion et activité éthique, exercice, Lebensform, comportant, selon Ared, le questionnement, la conscientisation et le jugement, si la pensée et le jugement sont associés en tant que fonction éthique. Or, la discussion dans la classe constitue un des évidents le plus célèbres. Une toile invisible et une matrice transparente, un filtre, une médiation pour les principes et les valeurs mises en gage pendant le processus éducatif, un bassin de siloé pour les déviations autoritaires en classe, un dispositif pour l'éducation démocratique, une spontanéité et une technique, un dispositif et un instrument, mais aussi un flux vert, un spatio-temporel à la fois de liberté et de manipulation, une nécessité, un besoin, un choix, un sine qua non et une expérimentation requérante méthodologique. Pourtant, le lieu intermédiaire, voire la ligne de démarcation entre ces descriptions opposées demeure floue. Ce qui est plus, l'interpénétration entre pédagogie et philosophie au niveau de la discussion crée soit des jonctures et passages vers une éducation émancipatoire, soit des confusions posant des questions éthiques par rapport à l'autonomie de pensée et la participation active supposée d'être l'enjeu principal des textes discussionnels. La nécessité de déploiement d'une normativité et l'organisation d'une forme de pouvoir éducatif qui se balancerait entre la tolérance et l'autoritarisme réapparaît à chaque fois qu'un dispositif dialogique est annoncé ou installé. Par contre, le dialogue est supposé de pouvoir être sensible à l'égard de la multiplicité de circonstances d'émergence et de déploiement de la différence, en excluant ainsi des phénomènes de silencement, de marginalisation, d'exclusion du différent dans ses formes et modes multiples. Si donc le dialogue en éducation devient surtout un lieu d'émergence d'hégémonie, ce qui renvoie à sa contribution au domptage et la soumission des sujets discutants, à l'abrutissement même de la différence, c'est ainsi que se perd l'occasion pour une conception de dialogue radical qui serait capable d'accueillir le risque.
sans que l'effort dialogique éclate. C'est justement par rapport à cet accueil que nous remarquons le besoin d'une insistance aux aspects éthiques du dialogue en éducation. En fait, la défense du dialogue est aliénée dans la mesure où l'éducation, en tant que mécanisme d'institutionnalisation, ne saurait éviter explicitement ou implicitement d'être confirmée à travers l'homogénéisation, la codification, la dissolution des contradictions, la création d'une homotopie gigantesque, un lieu abstrait et irénique absorbant les hétérologies, instituant finalement des espaces de désincarnation, des déshumanisations même, tout en demeurant anthropocentriques, mais pas forcément anthropophiliques. C'est par contre à travers les désaccords, les incompatibilités, les arythmies, les déviations, les reculs transparaissant pendant la fonction mutuelle des dynamiques créées, là où l'enseignement rencontrerait la philosophie et la discussion, qu'émergent les lieux mineurs où cette rencontre se manifeste et se déploie. Une conception de la philosophie dans le cadre du processus éducatif, en principe basée sur l'application des dispositifs en effaçant le détail crucial qui déstabiliserait peut-être le dispositif lui-même, est une conception reproduisant une indifférence finalement non éthique. Une telle conception, à force de privilégier l'apprentissage et l'acquisition des habiletés, n'évite pas de court-circuiter la singularité des parties impliquées et leur propre rapport inattendu et probablement philosophiquement intéressant avec la philosophie. Par contre, une approche didactique et pédagogique privilégiant l'attention aux empreintes, écorchures, sillages des mouvements et des gestes dialogiques serait une approche attentive, voire éthique. En d'autres termes, la rhétorique pédagogico-politique soutenant le sine qua non du dialogue dans les classes démocratiques, par surenchérissant le protocole supposé de garantir les valeurs d'égalité, de liberté de parole, de collaboration et de respect de l'autre en vue de l'émancipation de la pensée, ne fait que créer un mécanisme de réglementation compromettant la prétention éthique liée à ces valeurs. Pendant un tel processus, la discussion n'est qu'un apparatus et un alibi, car ici l'important est de pouvoir mener les enfants là où ils devraient être dès le début, et de leur montrer comment ils pourraient y arriver, exercer à la fois un parcours mesuré, parti d'un protocole de dialogue démocratique avant même. Le sens du concept y est prédécidé et clos. La recherche est ostensible et sans complication. Un apparent donc dialogue, mais suffisamment utile. Il s'agit plutôt de préserver l'attente du définitif, d'une clôture correspondant à l'acquisition d'un résultat mesurable, ce qui rendrait toute articulation, tout passage, toute hésitation désormais superflue, tout comme l'image dogmatique, orthodoxe, morale de la pensée qui ne laisse rien à voir, aucune trace, aucun doute. L'image dogmatique et orthodoxe de la pensée s'était introduite comme un anti-pensée modèle de Deleuze. Dans un tel cadre, la conviction que la discussion n'est qu'une médiation inutile, une passerelle vers autre chose, voire les présupposés de signification magistrale, la vérité ou toute expectation implicite ou explicite de la part des enseignants, qui semble être plus important que la situation dialogique elle-même, n'est fait que neutraliser le travail de la pensée, faisant d'elle plutôt un conte ou un protocole sous le nom d'une éducation à la rationalité. Or, cette discussion n'entre jamais en crise, ne tombe pas à l'échec que seulement si les interlocuteurs s'avèrent non compétents ou transgresseurs d'un protocole, d'un corps de règles. Dans ce cadre crypto-hégémonique ou rhétorico-émancipatoire, l'appauvrissement et l'amaigrissement de l'expérience philosophique devient inévitable. Comment donc produire et révéler la différence qui installe et renforce le besoin de la recherche? L'intérêt pédagogique d'une insistance sur le côté pré-réflexif de l'acte philosophique, sur l'émergence du concept philosophique du fond du pensée corporelle, surtout s'il s'agit des enfants, sur les intensités multiples insérant le soupçon philosophique et le besoin dialogique, constitue un point nodal et un défi pour l'éducation et la formation tant philosophique que dialogique. Ceci est justement l'acte de pensée, un acte incarné. Le concept de geste de pensée
signalerait le besoin d'attarder sur cette limite entre la cognition et la spontanéité, juste avant son élaboration, dans une séance éducative plus ou moins philosophique. Et c'est le dialogue, le moyen ambivalent qui ouvre la brèche pour que l'exigence éthique devienne visible derrière les plis du protocole. L'état d'aporie que la pensée nourrit, ce qui résiste aux solutions et à l'usage des préjugés, nourrit également la pensée elle-même. Si la faculté de penser, tout en permettant à l'esprit de reculer par rapport au monde, mais sans le quitter ou le transcender, elle va décortiquant, comme il dit Arendt, ce qui est donné au sens, pour qu'il puisse le gérer sans le sens, après. Or, la pensée devient une activité morale et une passion. L'enseignement lui-même de la philosophie oscille entre un modèle logocentrique basé à un rapport ombilique avec la vérité, à un modèle centrifuge ou polycentrique basé surtout sur la recherche dialogique. Biesta a dit ça, qui est un philosophe de l'éducation. C'est en notre sens la voiture éthique de la discussion dans la classe, une sorte de déplacement utopique, préservant le désir. Si, dit Lyotard, avec la philosophie, le désir se réfléchit grâce à la parole qui se laisse faire et ne se laisse pas faire parce qu'elle a à dire, de la même manière que Socrate accepte le désir d'Alcibiade, mais en le problématisant. Accepte le désir d'Alcibiade, mais en le problématisant. Voilà une idée très, très intéressante. C'est la même question et la même rétention pour le dialogue, et c'est une question fondamentale afin de saisir la fragilité du phénomène dialogique. Cette fragilité correspond à la perte de ce qu'on croyait acquis, l'écart entre le fait et le faire, entre le dit et le dire, révèle le désir et l'absence dans la présence, le mort dans les vifs, dirait Lyotard, qui nous pousse à dialoguer. Parce que c'est par la parole que la présence du manque est attestée que son impact éthique ne doit pas être ignoré dans le dialogue. La construction pédagogique s'interpose d'une manière presque exorcistique vers une frustration possible entre l'acceptation que le sujet ne sont pas des passions temporelles fermées devant le regard et la parole de l'autre, des îles déconnectées entre elles, et la croyance que le dialogue constituerait ce pouvoir qui peut travailler en vue d'ouvrir le champ de communication, faire de l'île un relais pendant un voyage commun. Le recul ou même la disparition de l'élément de recherche dans les termes de discussion, utilisé couramment comme un terme neutre et plus souple que celui de dialogue dans la littérature pédagogique, correspond à une réduction progressive du dialogue à la banalité. Voilà encore une fois Hannah Arendt. Une fois insérée dans la quotidienneté éducative, une insertion qui semble empêcher sa réorganisation sur une base éthique, voire de recherche commune. Or, il devient progressivement une réaction mécanique, ordinaire, un acte insignifiant, consommable, un dialogue parti d'un protocole dans le cadre duquel la discussion se déroule comme une normalité, voire une norme, afin de diluer, yeux clos, les conflictualités ou produire des analyses faites sur commande, par court-circuitant toute complication qui réfuterait le pouvoir lui-même de la norme. Dans ce processus, aucun engagement à la recherche et à la compréhension n'a pas de sens réel. Cette sorte de simulation est en même temps un manque d'éthicité et de sa prétention, au fur et à mesure que le dialogue tombe à l'état de l'utilitaire, dans un processus de non-sens, dirait Arendt, puisque l'utilité instaurée comme sens engendre le non-sens. Pourtant, la culture dialogique doit être développée de l'intérieur en tant que choix conscient continu et non pas comme un apprentissage, voire une application de règles. Or, le spatio-temporel de la discussion doit permettre le tissage des rythmes multiples, la coexistence de développements multiples, des attitudes et des discours en devenant ainsi un catalyseur et un four où le mélange de liberté de pensée et de parole se contrebalance en combinaison avec la capacité d'intention, surtout en tant que capacité de reconnaissance, tant de l'autre en tant qu'interlocuteur que des détails constituant le processus.
l'attention y devient une qualité éthique en contenant une relation fondamentale avec le temps et créant ainsi une éthique de patience. C'est ainsi, en adoptant progressivement un mouvement de funambule, c'est la pensée de Bateson, que la discussion acquiert lentement des caractéristiques philosophiques. Laissez donc les échafaudages visibles pour le travail discussionnel ou dialogique dans la classe est une manière de lier la méthode avec l'exigence éthique. On est intéressé à laisser visibles donc les articulations, les incertitudes, les faux pas, les hésitations, les refus, les silences, les objections, les obsessions, les peurs et les murmures, tant des enseignants que des enseignants, au fur et à mesure qu'ils essayent de constituer et révéler le concept en tant que problème collectif, de sorte à créer un paysage plutôt naturel que fabriqué, débarrassé de ses protubérances, de ses échecs, de ses reculs. Laisser visible ce paysage correspond à un geste éthique de respect du rythme des choses et à un effort d'intégration des perturbations dans la structure du dialogue. À un premier temps, ce geste semble contredire le but lui-même de l'éducation organisée autour du requis de la rationalité. Mais si le dialogue se trouve toujours du côté de l'autre, ce geste même restitue justement une demande éthique à l'égard de la morale d'arrangement. Bon, voilà, c'est la deuxième partie de ma réflexion. Et je vous remercie à travers cette obscurité qui me bloque de votre vue et de vos visages. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas, je ne sais rien. On voit des visages apparaître. Vous voyez, la pandémie nous a révélé des mystères et de nouveaux mystères pour notre coexistence. Et cette obscurité, ce silence de votre part peut-être me laisse dans mon espoir d'avoir pu vous communiquer quelque chose ou dans ma peur que je n'ai rien, fait, que je parlais toute seule. Bon, voilà, je suis à votre disposition pour des questions.